Ok, bonjour à toutes et tous. Je tiens à remercier, avant de commencer, le Capitole du Libre et l'école d'ingénieurs Insight pour cet accueil de cette conférence. Donc, c'est ma deuxième conférence au Capitole du Libre. Vous pouvez retrouver la première qui a eu lieu il y a 5 ans, sur les chaînes YouTube et Peertube, évidemment, du Capitole du Libre. Voilà, donc c'était une conférence il y a 5 ans que j'ai animée avec ma compagne, Nadou, qui est parmi nous. Bienvenue. Alors, je vais vous présenter le plan. Donc ce sera en 5 phases. D'abord, je vais aborder un bref historique et les actualités de la monnaie libre. En deuxième partie, les propriétés essentielles de la monnaie libre. En troisième partie, les 3 singularités économiques de la monnaie libre. En quatrième partie, le déploiement de la monnaie libre. Et en dernière partie, c'est la fiscalité. Voilà. Allons-y. Alors, donc, la première monnaie en dividende universel s'appelle la JUN. Nous avons choisi ce sigle JUN parce que G brève, c'est une brève qui est au-dessus, parce qu'elle se trouve, c'est une lettre de l'alphabet turc et on le trouve sur tous les claviers. Donc c'est pratique pour symboliser une monnaie de l'avoir disponible sur les claviers. Comme l'euro et le dollar sont des signes aussi qui se retrouvent sur les claviers. Allons-y. Ah, voilà. Alors, ok. Donc je vous ai dit la première partie, un bref historique et les actualités de la monnaie libre. Alors, en 2010, ça a démarré par un informaticien, ingénieur école Télécom Paris, Stéphane Laborde. Donc, il a écrit cet ouvrage en libre de droit en 2010. Stéphane Laborde, c'est un théoricien, mathématicien, physicien et joueur d'échecs. Il anime le club d'échecs de Perpignan. Voilà. Donc, la définition d'une monnaie libre, c'est qu'une monnaie libre doit comporter un dividende universel et ce dividende universel doit être créé à intervalles précis. C'est vraiment les deux. Quand on vous parle d'une monnaie libre, pour vérifier qu'elle est bien libre, il faut juste vérifier qu'elle contient un dividende universel et que ce dividende universel soit créé sur la base de 10% par an. Vous pouvez retrouver cela dans la conférence d'il y a 5 ans que nous avions fait. Alors, entre 2010 et 2017, donc je faisais partie du facteur bus. Là, nous étions une dizaine. Je me souviens, il y avait Gibar ici parmi nous. Moins d'une dizaine même. À nous retrouver tous les 6 mois dans des villes différentes pour étudier la monnaie libre afin de l'implémenter concrètement sur un écosystème logiciel qui s'appelle donc d'Unitaire, dont Hugo va vous parler juste après ma conférence. Donc vous pouvez voir que la blockchain d'Unitaire vous en parlera, elle ne comporte ni preuve de travail, ni proof of stake, ni preuve de mise. Elle comporte uniquement une toile de nœuds membres dont certains peuvent utiliser le logiciel d'Unitaire pour forger des blocs. On appelle ça forger. Donc c'est la blockchain la plus écologique de toutes les blockchains existantes. Vous pouvez vérifier cela. Et donc le 8 mars 2017, on sort du facteur bus. Alors facteur bus, c'est quoi ? On en avait parlé à l'époque. On était tellement peu nombreux qu'on se disait si un bus nous renverse, mais ça en est fini pour ce projet de monnaie libre. Parce qu'on était les seuls à l'étudier, à la comprendre, et surtout à la développer. Alors moi, je ne suis pas informaticien, j'étais, je crois, le seul non-informaticien. Mais je me suis impliqué parce qu'en fait, j'étais dans la recherche. Je suis toulousain et je recherchais un revenu de base idéal. Sachant que la monnaie libre, c'est le revenu de base par création monétaire. Ce n'est pas un revenu de base par financement, par prélèvement. Okay ? Et donc, comme je cherchais les différents types de revenus de base, j'ai découvert la TRM qui parlait donc d'un revenu de base par création monétaire. Je me suis rapproché de Stéphane Laborde dès 2013 et depuis, je n'ai pas quitté le projet. Donc, le 8 mars 2017, nous étions que 59 membres.
à nous être certifiés en respectant la licence. On va en parler après, c'est essentiel, cette licence. Donc le DU, le dividende universel, comportait 10 junes ce jour-là. Et là, donc, le portefeuille moyen était donc de 1 DU, un dividende universel de junes. Aujourd'hui, en novembre 2025, le DU, le dividende universel, comporte 11,48 junes. On va voir après l'évolution en graphique. Nous sommes à peu près un peu plus de 7500 membres qui ont accepté la licence, donc qui se sont fait certifier. Et le portefeuille moyen est de 1750 DU. Nous sommes bientôt à la moitié de la monnaie pleine. Alors on va voir cela en graphique. L'évolution du nombre de membres co-créateurs de DU, donc depuis le 8 mars 2017. On peut voir là une ascension là, très forte qui a engendré, donc aujourd'hui nous sommes de 7500. Et là on voit l'évolution du portefeuille moyen. On voit qu'il a un petit peu baissé ici parce que tout simplement, l'augmentation du nombre de membres était supérieure à l'augmentation de la création monétaire. Mais c'est rattrapé là avec le temps. On voit que la masse monétaire de June, elle continue son chemin, mais quand il y a beaucoup d'entrants, eh bien, ça fait un petit peu ralentir la progression. L'évolution du nombre de June dans le paquet, on appelle ça un paquet, un dividende universel. Donc, le nombre de June dans le DU progresse à travers cette équation dont nous avions parlé il y a 5 ans donc dans la conférence qui s'intitulait « Le dividende universel, l'unité de mesure en logiciel libre ». Donc ça, c'est le DU de demain, enfin de l'année d'après, est égal au DU, au dividende universel donc de cette année, plus 10% au carré fois le portefeuille moyen. Et donc, on voit que chaque année, enfin c'est chaque 6 mois, on a coupé l'année en deux pour faire justement des paliers pas trop élevés. Donc, tous les 6 mois, chaque équinoxe, le nombre de Junes dans le DU augmente un peu. Et donc, il est aujourd'hui à 11,48 Junes. Alors, maintenant, on va aborder les propriétés de la monnaie libre, essentielles à comprendre. Alors, les propriétés de la monnaie libre se situent dans son évolution. La vie est un flux, la vie humaine est un flux. La monnaie libre, par le dividende universel, est indexée sur le flux de vie. Et donc, c'est dans le temps qu'il faut regarder. Alors, si on regarde l'évolution en quantitatif, en nombre de Junes, bon, mais ce n'est pas très pertinent, ça ne fait que monter, la monnaie libre. Tous les jours, les individus créent un dividende universel. Et donc, les Junes s'accumulent et même quand on va décéder, la monnaie libre va continuer, elle continuera, on pourrait parler d'éternité, tant que la blockchain, tant qu'il y a des membres, la monnaie libre se créera. Donc, c'est une monnaie en fait c'est un projet qui est maintenant concret, qui va au-delà de notre petite personne singulière. C'est vraiment un changement de paradigme très on va dire puissant, c'est pour ça que j'ai appelé ça une révolution silencieuse, parce que ce n'est pas un simple artefact, ce n'est pas un détail, c'est quelque chose, selon moi, qui pourrait auquel on pourrait attribuer un prix Nobel, si le prix Nobel n'était pas fourni par la banque. En relatif, donc la vue de la même chose, de la monnaie libre, mais en relatif à la masse monétaire, c'est-à-dire en divisant le montant par le DU actualisé, et bien voilà, c'est là que la pertinence du dividende universel apparaît. C'est-à-dire qu'on voit qu'en une demi-vie, c'est-à-dire que le temps d'initialisation de la monnaie libre, là aujourd'hui nous sommes à 8 ans et demi de monnaie libre et nous sommes, je vous ai dit, à 1750 DU en moyenne, c'est-à-dire nous sommes à peu près ici. Donc on a encore une vingtaine d'années pour arriver à quoi ? À quelque chose de très important, j'espère être encore en vie pour le voir, eh bien, les comptes plafonneront en dividende universel à la moyenne. C'est-à-dire que tous les individus vont produire ce portefeuille moyen, comment dire, le maximum de dividende universel que vous allez pouvoir produire dans votre vie est de 3742 DU, ce qui correspond à 10 DU annuels.
pour comparer les prix à travers le temps, il est logique d'utiliser le référentiel relatif, donc celui-ci, en nombre de dividendes universels de June, et non pas en quantitatif, parce que celui-ci, ce référentiel ne prend pas en compte le temps. Tout monte tout le temps en quantitatif. En relatif à au dividende universel, la mesure en DU prend en compte le temps. Donc quand on compare un prix dans le temps, pour savoir, on va le voir après, s'il y a inflation ou pas, c'est bien qu'on prend en compte le temps, c'est-à-dire qu'on compare un prix dans le passé avec un prix actuel, mais là forcément il faut mesurer en DU, en nombre de DU. Vous voyez, vous allez comprendre après. Donc là, on revient à cette propriété de convergence des comptes. Ça, c'est vraiment une singularité aussi de la monnaie libre. C'est-à-dire que là, on voit trois comptes de membres, évidemment, de personnes qui co-créent la monnaie. Un entrant ici, un membre qui est à la moyenne, et un membre qui est 2 fois plus riche que la moyenne. Et on voit qu'avec le temps, ces trois individus coproduisent la monnaie. Donc en bleu, en fait, c'est un peu comme si c'était un bébé qui rentrait. Il va atteindre 40 ans ici, il va atteindre donc la moyenne. Mais celui qui a la moyenne reste à la moyenne puisqu'il coproduit la moyenne, donc il reste à la moyenne. Et, alors c'est ça qui est fondamental, la part de monnaie libre épargnée, donc c'est en dividende universel, au-dessus du portefeuille moyen, perd de son poids économique avec le temps. C'est un petit peu comme si, enfin, c'est l'idéal communiste, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est comme si on prélevait l'argent des plus riches, au-dessus du portefeuille moyen, enfin l'argent, non, la monnaie des plus riches, pour la donner aux plus pauvres. Ça correspond exactement à un impôt juste, on va dire, sans qu'il y ait besoin de retirer quoi que ce soit. Uniquement par création de dividendes universels quotidiens, nous obtenons ceci. Et alors on va le voir, donc à la moyenne 40 ans, on obtient la moyenne à 40 ans, et on va voir ce qui se passe. Là, alors, rapidement, on peut voir que tous les comptes convergent à la moyenne. Ici, vous pouvez voir différents membres qui ne font pas d'échange, ou alors on va dire qu'ils vendent autant qu'ils achètent. Hein. Et on peut voir que quand ils décèdent, ils convergent vers zéro. Leur compte, en 40 ans, converge vers zéro. Mais quand ils sont au-dessus de la moyenne, ils convergent vers la moyenne, puis vers zéro. On voit que tous les comptes, quand ils commencent, convergent à la moyenne. Ici, on peut voir un graphique, les questions après, on peut voir un graphique là où il y a des échanges entre les individus. Par exemple, là, l'individu jaune, eh bien, il achète quelque chose à l'individu rouge. Donc, on voit que l'individu jaune, il se retrouve il a moins de junes, et l'individu rouge obtient les junes que le jaune lui a donné. Et on voit que quoi qu'il arrive, même s'il y a des échanges, eh bien, les comptes, avec le temps, convergent à la moyenne. Alors, les trois singularités de la monnaie libre, économique celle-ci. Alors, la première, l'inflation des prix. Attendez, je regarde le temps. OK. Alors, y a-t-il inflation des prix? Ça, c'est vraiment quelque chose c'est nouveau, je ne l'abordais pas jusqu'à maintenant, mais ça fait 8 ans et demi que la monnaie libre existe, donc il est temps de se pencher sur les phénomènes économiques liés à l'utilisation de la monnaie libre. Alors d'abord, nous allons définir, parce que souvent c'est un terme qui est interprété, qui est inflation des prix. Hein. C'est pour ça que j'ai bien mis des prix, parce qu'on peut parler de l'inflation monétaire, l'inflation. En fait, non, c'est l'inflation des prix dont il s'agit. Quelles sont les causes possibles d'inflation des prix? Eh bien, il y en a 3. L'augmentation de la demande fait que les prix vont augmenter. Si tout d'un coup, tout le monde veut une valeur, eh bien, son prix va forcément augmenter. Deuxième cause de possibilité d'inflation, l'augmentation des coûts de production. Si ça coûte plus cher de fabriquer une valeur, eh bien, logiquement, son prix va augmenter. Alors, ces deux premières causes, elles sont indépendantes du type de monnaie utilisée. Ça, c'est quelle que soit la monnaie utilisée, l'augmentation de la demande augmente les prix et l'augmentation des coûts augmente les prix. Et la troisième, alors c'est celle-là qui est importante, la troisième cause d'inflation, c'est une augmentation disproportionnée de la masse monétaire dans l'espace et dans le temps. Alors, pour comprendre cela, je vous ai mis deux courbes. Celle-ci, c'est l'évolution de l'euro. OK, monnaie dette, hein, on en avait parlé
il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on peut voir ici, là? Donc ici, c'est en 2020-2021. Qu'est-ce qui s'est passé comme événement en Europe très important? La crise sanitaire. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant que nous étions tous confinés? Eh bien, il y a eu une augmentation, on voit la masse monétaire, hein, c'est en jaune ici, il y a eu une augmentation de plus de 50% de la masse monétaire euro. Qui donc a perçu cette monnaie créée? Est-ce que vous avez vu votre compte augmenter pendant que vous étiez confinés? Non, pourtant la monnaie a été créée, énormément de monnaie. Donc certains l'ont obtenue, cette monnaie. Puis ce qui s'est passé, c'est que depuis donc, 2021, cette monnaie qui a été créée, on ne sait pas où, en Europe, elle percole. On peut parler de maintenant ruissellement. Et qu'est-ce qu'elle engendre? Une inflation des prix. Donc l'inflation des prix que nous constatons aujourd'hui, enfin depuis quelque temps là maintenant, eh bien, ce n'est pas dû à une augmentation de la demande, ni à une augmentation des coûts de production, même si peut-être un peu dans certains secteurs, mais dans d'autres, au contraire, le coût a sans doute baissé. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu une augmentation disproportionnée. Hein. Là, on peut voir la crise de 2008, c'était pareil, juste avant la grande crise de 2008 qui est ici, juste avant, il y a eu quand même une augmentation disproportionnée. Et là, nous avons vécu là, un événement semblable. Et là, on peut voir donc, la création de la monnaie libre. Est-ce que vous voyez une augmentation disproportionnée? Non, elle est stable. Hein, alors, c'est sûr que là, c'est l'initialisation de la monnaie libre, hein, on y est en ce moment. Quand elle sera pleine, la monnaie libre, elle sera remplie, eh bien, on ne pourra pas voir de création supplémentaire, hein, il ne peut pas y avoir d'augmentation disproportionnée, sachant que là, on voit la création monétaire dans le temps, mais dans l'espace. On voit qu'ici, certains individus ont touché cette nouvelle monnaie, alors qu'ici, c'est tous les membres vont vivre cela sur leur compte. En création monétaire, hein, je parle. Ils vont tous coproduire la même part de monnaie. Donc la monnaie libre, c'est la seule monnaie, seule crypto-monnaie qui stabilise, qui est stable, et qui est donc une bonne unité de mesure, semble-t-il. Donc la conclusion en monnaie libre, l'augmentation de la masse monétaire ne génère pas d'inflation des prix, puisqu'elle se crée de façon distribuée en dividendes universels individuels et quotidiens. On peut appeler ça la souveraineté individuelle et numérique, puisque la monnaie libre est numérique. Elle pourrait exister, j'en ai d'ailleurs sous forme de papier, mais le problème c'est qu'il faudrait avoir confiance en un tiers de confiance, en un tiers, et celui qui a émis les billets. Bon, moi je préfère avoir confiance en la blockchain. Je ne sais pas vous, mais au moins il ne peut pas y avoir de piratage, alors qu'un faux billet c'est très facile à faire. Pour ça qu'elle est numérique, cette monnaie libre. Et sous logiciel libre, licence AGPL version 3. Tout l'écosystème de la monnaie libre est sous licence libre. Ça paraît logique. Hein. Alors, deuxième singularité de la monnaie libre, la spéculation est-elle possible? Oui, je vous explique, quelle que soit la monnaie utilisée d'ailleurs, la spéculation ne peut pas être empêchée, parce qu'elle découle de la liberté d'échanger et de l'incertitude sur l'avenir. Ça, vous ne pourrez jamais retirer cela aux gens. L'incertitude, personne n'est sûr de ce qui va se passer demain. Ou est-ce que la valeur de quelque chose va diminuer ou augmenter demain? Personne n'en est sûr. Donc, comme on a une liberté d'échanger, mais forcément la spéculation fait partie de l'économie, quelle que soit la monnaie. Et je dirais même que la spéculation est indispensable pour lisser les prix. On le voit très bien en monnaie libre. On va voir après, il y a différentes zones économiques qui se mettent à la monnaie libre. Il y a des endroits où le pot de confiture, par exemple, est à 10 junes, et d'autres endroits où il est à 10 DU. C'est-à-dire, vous verrez après, c'est beaucoup plus de junes. Hein. 10 DU, c'est 10 fois 11,48 junes. Vous voyez ? Et donc, il y a des individus qui se sont aperçus qu'il y avait un écart élevé de prix de la confiture. Et bien, ils sont allés acheter la confiture en june là où elle n'est pas trop chère pour aller la vendre là où elle est chère.
Et bien ça, forcément, avec le temps, ça engendre quoi? Un lissage des prix. Et ça, c'est pour toutes les monnaies que c'est comme ça. Et vous ne pourrez jamais l'empêcher. Et c'est une très bonne chose. Ça permet à l'endroit où les prix sont trop bas, eh bien, de monter un peu. Et à l'endroit où les prix sont trop élevés, de descendre un peu. Tout va bien. La spéculation n'est pas un problème. Alors pourquoi elle est un problème en monnaie légale bancaire, on va l'appeler comme ça, la monnaie dette? Parce que la spéculation, comment dire, elle est liée à un besoin de trouver du profit. Alors pourquoi ce besoin exacerbé de trouver du profit, de chercher ce qu'on appelle le capitalisme? Eh bien c'est tout simplement comment la monnaie euro, enfin les monnaies bancaires sont créées, fait que, par le crédit bancaire, fait qu'il faut forcément rembourser avec aussi un intérêt. Il faut toujours, si j'obtiens un 100 de la banque, sans unité, il faut que je lui rende la même somme, déjà, que je lui rende les 100, plus un intérêt. Donc ça oblige toute une économie à but lucratif qui est omnubilée par cela. En June, il n'y a pas de remboursement nécessaire, il n'y a pas de banque, pas de remboursement, pas d'intérêt sur la création. On peut prêter de la June, mais on ne peut pas créer la June par crédit bancaire. Vous voyez? Donc il n'y a pas un besoin exacerbé de trouver de la June pour rembourser un crédit. Voyez. Donc en fait, la spéculation en June permettra de lisser les prix et puis c'est tout. Il n'y a pas de lézard, comme on dit. Alors l'héritage, pareil. L'héritage, vous savez que c'est un gros problème en euros, enfin en monnaie légale bancaire. Vous savez pourquoi? Parce que l'héritage en monnaie légale bancaire permet de créer de la monnaie légale bancaire. C'est une injustice terrible, ça. C'est l'injustice qui date depuis très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? J'hérite de la monnaie, ce qui est normal. Ça, personne ne peut être contre, je crois. Hein. L'héritage, on donne à ceux qu'on aime ou à ses... Enfin, voilà, ça, je suis libre de donner la monnaie, enfin, mon héritage, les valeurs que j'ai élaborées, que j'ai obtenues, à ceux que j'aime. Mais le problème, c'est si cet héritage permet à ceux qui en héritent de créer la monnaie, ça crée une injustice. Pourquoi ils peuvent créer la monnaie quand ils ont un héritage, quand quelqu'un obtient un héritage? Eh bien, tout simplement, la banque le garde en hypothèque. Si vous lui mettez 1000 unités en hypothèque, elle va vous dire, je peux vous prêter 1000 autres. Puisque si vous ne remboursez pas les 1000, elle va piocher dans l'hypothèque que vous avez laissée. Donc, l'héritage permet de créer la monnaie en monnaie légale bancaire, qui est la source de l'injustice socio-économique. Donc, ce n'est pas l'héritage le problème, c'est en quelle monnaie. C'est pareil pour la spéculation. Ce n'est pas la spéculation le problème, c'est en quelle monnaie. Okay? Donc, l'héritage en monnaie libre ne cause pas de problème d'injustice puisqu'il ne permet pas de créer la monnaie libre. Pour créer la monnaie libre, il faut juste être vivant et certifié en étant bien connu des autres membres, de 5 autres membres. On va en parler maintenant, je crois, le déploiement de la monnaie libre. Alors, ça fait donc 8 ans et demi, depuis le 8 mars 2017. Alors là, c'est théorique d'abord, le réseau, et après on va voir vraiment en pratique. Comment le réseau de la monnaie libre se développe, on peut le voir ici, eh bien, de façon décentralisée et distribuée en pair à pair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre, même aucun membre ne peut dominer les autres. Alors qu'on voit bien qu'en Bitcoin, eh bien, il existe quand même ceux qui créent des Bitcoins, hein, enfin ceux qui ont des machines d'ailleurs, les Bitcoins ont tous été créés quasiment. Il en reste très peu, il reste moins d'1 million de Bitcoins sur les 21 millions, et il y en a jusqu'à 2140. Nous avons là donc plus de 100 ans pour retrouver les 1 million de Bitcoins qui restent. Donc elle est finie, on va dire. Elle ne servira jamais de monnaie d'ailleurs. C'est uniquement une réserve de valeur. Puisque une monnaie, pour qu'elle puisse être utilisée, il faut qu'il y en ait régulièrement. Vous voyez, si vous n'en avez pas facilement accessible, personne n'en utilisera. Et d'ailleurs, c'est le cas. Le Bitcoin, ça ne sert pas de monnaie en fait. Ça sert de réserve de valeur relative. C'est-à-dire que forcément, on ne sait pas son prix, comment il évolue. Toute monnaie est, comment on appelle ça, incertaine, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Comment ? Volatile.
Et évidemment, l'euro, lui, il est mis alors vraiment par un centre. Et voilà, centralisé, on ne va pas en reparler. Alors voilà, We Make June, donc depuis le 8 mars 2017, ça a commencé, nous étions 59 membres, il y avait 2 Belges déjà. Donc il y avait... et puis, donc moi je me suis mis à conférencer en Espagne, en Belgique d'ailleurs, je ne sais plus où encore. Non, c'est tout. Après, ça s'est fait. Il y a des personnes qui ont assisté à mes conférences et qui sont allées après conférencier en Belgique, en Italie. Là, en ce moment, il y a l'Allemagne et le Danemark, et le Portugal. Le Danemark, tout nouvellement. Et alors, on va voir après, mais maintenant, ça s'est même étendu beaucoup. Alors, comment se développe cette monnaie libre? Eh bien, par des rencontres et des événements en June. Donc j'étais un peu le premier alors pas à conférencer, c'était Stéphane, mais nous avons avec ma compagne développé les premiers G-marchés, les premières ventes aux enchères. Alors pourquoi je parle de vente aux enchères? Parce que c'est un très bon moyen pour trouver le bon prix. Quand vous allez vous mettre à vendre des choses en June, c'est la question, vraiment, mais c'est naturel. Je n'ai pas de référence de marché. À quel prix vendre mon ordi en June? Combien de June? Eh bien, l'idéal, c'est de rassembler un maximum de monde comme aujourd'hui et d'animer une vente aux enchères. Et là, vous verrez que vous obtiendrez le prix idéal. Le vendeur obtiendra le meilleur prix du moment. C'est pour ça qu'une vente aux enchères, plus il y a de monde, mieux c'est pour le vendeur, parce que, eh bien, il obtiendra le prix maximum, logiquement. Et puis des ateliers. Alors ça, je vous conseille, vous tapez module Galilée. Donc, le premier module d'atelier TRM, c'est le jeu Geconomicus, un jeu extraordinaire qui permet vraiment sans expérimenter concrètement la monnaie libre, de pouvoir l'expérimenter, on va dire, en jouant sur 80 années. Vous pouvez même faire 160 ans. Plus le jeu est en 80 ans, le jeu dure 4 heures pour 80 ans. Donc, si vous prenez plusieurs espérances de vie, bon, moi je l'ai déjà fait, on a joué sur 160 ans pour comparer donc la monnaie bancaire et la monnaie June, la monnaie libre. Mais on peut aussi, nous avons expérimenté aussi la différence entre le troc. Vous pouvez essayer toutes les monnaies. Le troc et la monnaie libre, Bitcoin, monnaie libre, comparer le troc, le crédit mutuel et la monnaie libre, pour voir la pertinence de la monnaie libre et puis aussi pour voir que le type de monnaie utilisée influence les comportements. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre intuitivement. C'est impossible. Il faut jouer à ce jeu pour le comprendre. Le type de monnaie que vous utilisez va influencer vos comportements socio-économiques, votre rapport à l'autre, votre rapport à l'environnement. Comment? Voilà. Donc, depuis quelque temps, alors là, ça se développe évidemment, alors d'abord dans les atolls, dans les dom-toms. Il y en a un parmi nous qui a commencé à développer, je ne sais plus où il est, non, je ne sais plus. Il a développé en Nouvelle-Calédonie, mais à La Réunion, ça se développe pas mal, en Martinique et Guadeloupe, et aussi dans les îles, alors pas mal, les îles, comment elles s'appellent ces îles espagnoles? Canaries, où il y a beaucoup d'Allemands, et donc il y a plein de junistes qui se retrouvent avec une monnaie. C'est vraiment intéressant ce qui se passe aux Canaries. Et puis en Amérique latine, pourquoi? Parce qu'ils connaissent, il y a beaucoup de liens avec les Espagnols, évidemment. Alors c'est là où on va parler de cet élément essentiel qui est la toile de reconnaissance. Nous l'avons appelé toile de confiance. Mais c'est une erreur, je m'en suis aperçu, parce que les gens croient qu'il s'agit de certifier des gens auxquels on a confiance. Rien à voir, pas du tout. Il faut certifier des gens que l'on connaît bien, c'est ça la licence. Il faut certifier des gens que l'on connaît bien. Et si tout le monde respecte cette licence, c'est-à-dire certifie uniquement des gens qu'il connaît bien, nous pouvons avoir confiance en la monnaie, parce qu'il n'y aura pas de double compte. Comprenez? Si les gens certifient sans connaître, par exemple, là, ils certifient des Espagnols ici sans les connaître vraiment, juste par Internet. On ne certifie pas des gens que l'on rencontre sur les réseaux sociaux. Jamais. Parce que c'est très facile de faire, surtout maintenant avec les IA, de créer une fausse identité. Et donc, ça permettrait, si les gens ne connaissent pas bien les personnes qu'ils certifient, ça permettrait facilement à des latino-américains de créer des faux comptes. Et à ce moment-là, on perdrait la confiance dans la June, et ce serait la fin de la June. C'est le seul élément fragile social de la monnaie libre. Tout le reste, c'est du béton mathématique sous logiciel libre.
et qui a besoin quand même d'être entretenu. Hugo va nous parler d'Unitaire, de la blockchain, la migration de la blockchain d'Unitaire. Donc, pour que ce soit robuste, il faut entretenir, hein, comme toute chose, rien n'est immuable. La monnaie libre, elle s'entretient du point de vue logiciel, elle s'entretient aussi socialement au travers le respect de la licence d'Unitaire June. Ah, on arrive à la fin. Quelle heure il est? Hop. Oh, ben, super, je suis dans les temps. La fiscalité. Alors là aussi, c'est nouveau, j'ai étudié. Alors moi, j'étudie la monnaie libre depuis 2012 en fait. C'est surtout Stéphane Laborde qui a commencé à professorer, on va dire, à nous expliquer. Et puis ben, maintenant, je vole de mes propres ailes, je laisse un peu tranquille avec ces échecs. Et donc, je m'informe. Bon, j'avoue, j'utilise pas mal l'intelligence artificielle parce que les médias ne sont pas très bons, je trouve. Et donc, il s'avère que, du point de vue fiscal, il faut que vous sachiez qu'il existe un organisme qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne et qui chapeaute tous les États en Europe du point de vue de la fiscalité, mais du point de vue de l'évolution du droit. C'est-à-dire que tous les États ont une politique fiscale autonome, indépendante, mais qui doit rentrer dans le cadre établi par la jurisprudence de la CJUE. Alors, je vous la fais court, en 2002, il n'y avait pas encore de crypto-monnaie, ça n'existait pas, mais pour une affaire, alors c'était en Italie, vous pourrez voir, hein, facile, vous tapez Cour de justice européenne, jurisprudence, et vous tapez une année, et ça vous dira toutes les affaires qui ont eu en cours, qui ont eu lieu. Et donc en 2002, la CJUE a interdit aux États de pouvoir, enfin de chercher de taxer sur une base de conversion. Alors ça, je vais vous expliquer. Les États, évidemment, ils aimeraient que l'on convertisse les crypto-monnaies en euros pour taxer l'échange. Okay ? Mais le problème d'une conversion, ce n'est pas un transfert effectif, ce n'est pas réel, c'est fictif. Là, si je échange des junes contre n'importe ton t-shirt, ça, c'est un transfert effectif. Et si on me dit, oui, mais quelle est la conversion en euros quel est le prix du t-shirt sur le marché en euros? Mais ça c'est une extrapolation. Je peux faire une conversion, d'ailleurs, on appelle ça une approximation. Oh, ce t-shirt aujourd'hui en euros, dans la région toulousaine, il vaut tant d'euros. Mais ça ne peut pas être une base, une assiette fiscale. Ça ne peut pas être une base imposable, même si les États le veulent. C'est même marqué, hein, la CGI, la Cour générale des impôts. Le C, je ne sais plus ce que c'est. Enfin bon, c'est ceux qui établissent les impôts en France. C'est marqué, hein, qu'ils souhaiteraient qu'il y ait une conversion des échanges, même en troc. Ils aimeraient qu'il y ait une conversion de ce qui est troqué en euros pour pouvoir imposer. Mais jamais ça a été possible. Jamais un troc n'a pu être imposé, taxé. Jamais un échange de crypto-monnaies n'a pu être taxé. La CJUE évidemment, il y a eu des États qui ont essayé, mais la CJUE leur a dit impossible. La CJUE, c'est ce qui nous protège de l'abus des États. Okay ? Et donc, voilà, les États ne peuvent pas taxer, même si c'est marqué dans leur prérogative, ils ne peuvent pas. Même, voilà. Deuxième chose que la CJUE, alors là c'est clair, c'est en 2015, affaire Hedqvist. C'est un Suédois c'était le premier qui a proposé d'échanger des bitcoins. Et l'État suédois, nouveauté, 2015, ne connaissait pas du tout le bitcoin, première crypto-monnaie. Ils ont dit, nous, quand on ne sait pas, jurisprudence, on passe le dossier à la CJUE, qui a bien travaillé le dossier et qui a établi, alors vous pouvez retrouver aussi, vous tapez CJUE 2015, affaire Hedqvist, eh bien, a stipulé que pas de soumis à TVA. Il n'y a pas de TVA possible sur l'utilisation de crypto-monnaies. Alors, je vous ai marqué parce que c'est une transaction, un échange entre deux actifs financiers. Alors, ça ne vous dit rien, ça. Qu'est-ce que c'est, actifs financiers? Même numériques, quand on parle des crypto-monnaies. Alors, je vous dis, on va définir, il faut toujours définir ces termes-là. C'est quoi les actifs
financiers numériques et non numériques. Hein, les actifs financiers numériques, eh bien, ce sont les crypto-monnaies, mais les actifs financiers non numériques, eh bien, il y en a plein, hein, ce sont les pierres précieuses. Alors, je vais vous lire, hein, c'est le mieux. Les actifs financiers numériques et non numériques sont des valeurs économiques qui ne sont pas des biens ni des services, mais qui peuvent être échangés, stockés, c'est-à-dire servir de réserve relative de valeur, hein, comme le Bitcoin, et qui peuvent même servir de monnaie, de moyen d'échange et d'unité de compte. Alors, on commence d'abord par oui, le premier des actifs financiers, même si jamais on le stipule, mais c'en est un, ce sont les monnaies légales bancaires. Hein. Je vous ai bien mis une pyramide hein, socio-économique hein, qui date de... Beaucoup de gens croient que c'est immuable à la nature humaine, cette pyramide socio-économique, hein, ce qu'on appelle les injustices, les inégalités. Pas du tout, hein, c'est une conséquence du type de monnaie qu'on utilise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actifs financiers? Les bons du trésor, les œuvres d'art, vous savez que les œuvres d'art ne sont pas taxables, les lingots d'or, les titres boursiers, les pierres précieuses, et enfin, depuis 2015, les crypto-monnaies. Toutes les autres, là, avant les crypto-monnaies, c'était en 1977, ce n'était pas encore la CJUE comme organisme européen, mais il y a une harmonisation fiscale, c'est-à-dire que ces différents actifs financiers étaient déjà, à partir de 1977, non taxables, non exonérés de taxes. Et donc la crypto-monnaie, les crypto-monnaies, c'est un nouvel actif numérique qui est apparu donc, dans la CJUE en 2015. Les transferts d'actifs financiers sont exonérés de taxes, okay? Sauf dans deux cas. Le cas que nous connaissons bien, c'est-à-dire le transfert de monnaie légale bancaire, hein, la monnaie dette, contre des biens et services. Ça, c'est taxable. Deuxième cas de taxe possible, c'est lorsqu'il y a un bénéfice. Alors ça, c'est vraiment important qu'on s'arrête un peu là-dessus. Une plus-value, parce que tous les médias parlent que de ça. Donc les gens font un raccourci, parce qu'ils n'ont pas réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire plus-value. Ils croient que, si, c'est marqué, le bénéfice est imposable, est taxable, ils vont nous taxer si on utilise une crypto-monnaie. Non, ce qui est taxable, c'est le bénéfice. Le bénéfice, ce n'est pas juste obtenir la june. Là, il n'y a pas de bénéfice. Un bénéfice, c'est ce qui est gagné après une double opération achat-revente. La plus-value éventuelle suite à la double opération spéculative d'achat-revente d'un actif financier avec de la monnaie légale bancaire. Si vous faites du bénéfice en monnaie légale bancaire, vous devez déclarer ce bénéfice, ce qu'on appelle ce bénéfice, oui, aux impôts en fin d'année, dans l'impôt sur le revenu, et vous serez taxé à, la flat tax est de 30%. Mais vous pouvez, je ne sais pas si, non, je ne l'ai pas mis. Oh mince alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. Oui. Bon, je ne sais pas quoi faire. Je suis à la fin, mais je suis dans l'autre sens là. Non, oui, voilà, ok. Ça y est, je respire. Ok. Oui, c'est un vieil ordinateur sous Linux, mais... Voilà, donc je finis. Une transaction financière, d'accord. Voilà, donc si vous faites une plus-value, quel que soit l'actif financier d'ailleurs, c'est-à-dire que vous faites un bénéfice, vous devrez payer une taxe, un impôt en fait sur le revenu, hein, que ça appelle la flat tax. Mais il y a des pays où vous n'avez même pas à payer, ni à déclarer, ni à payer de plus-value. L'Allemagne, après un an vous achetez avec de l'euro du bitcoin ou de la june, vous revendez ce bitcoin ou cette june après un an de détention, pas de plus-value. C'est juste dans la première année que vous avez fait votre achat. Si vous revendez cette crypto, vous devrez, en Allemagne, déclarer. Mais il y a plein d'autres pays, je ne vous ai pas mis la liste, c'est Slovénie, Portugal, Singapour, enfin bon, il y en a quand même pas tant que ça, où là, il n'y a même pas de taxe sur la plus-value. Oui. Voilà, on arrive donc au conseil pour les entreprises qui vendent en june. Eh bien, donc sachant qu'elle n'est pas taxable, qu'elle n'est pas imposable, le fisc va quand même essayer de chercher s'il n'y a pas d'utilisation
de monnaie légale cachée. C'est ce qu'on appelle du travail au noir ou un échange au noir. Hein? C'est quoi l'échange au noir ou le travail au noir? C'est l'utilisation d'euros, enfin de monnaie légale bancaire, sans être déclaré. Et donc, pour pour se prémunir de l'accusation d'échange au noir, je conseille à toutes les entreprises, ou même aux particuliers, mais enfin c'est surtout les entreprises que ça concerne, le fisc, d'établir, c'est écrit, une facture en double, client-vendeur. Les deux se séparent après l'échange, et si jamais il y a un contrôle fiscal, ils pourront se faire office de preuve qu'il n'y a donc pas eu de monnaie légale bancaire échangée, mais une autre monnaie qui n'est pas imposable. Voilà. Merci pour votre attention. On va passer aux questions. Vous avez donc 2 sites essentiels pour comprendre cette monnaie libre qui est un changement de paradigme, donc qui demande des efforts, hein, forcément. Alors le premier, c'est créationmonétaire.info, c'est le site de Stéphane Laborde, dans lequel il y a énormément de choses à étudier. Des vidéos, des blogs, des podcasts. Une soixantaine de podcasts. Vous pouvez retrouver le mien, qui était le numéro, je crois, 67. Mais donc, ça veut dire qu'il en a fait beaucoup. Il s'est mis à interroger. Je crois qu'il y a Gibar aussi dans la salle qui a été... tu fais partie des podcasts, je crois, il me semble. Voilà. Et le deuxième site, bon, il y en a plein, hein, mais ceux-là, c'est les 2 essentiels. Infojune.fr, vous pouvez retrouver tous les sites qui parlent de la June. C'est bien, c'est un site, on va dire, une plateforme. Il y a monnailibre.fr aussi. Oui, après, sur Infojune, vous retrouverez son site, évidemment, celui qui l'a écrit, donc il en fait la pub, mais ce serait bien que tu laisses les questions à ceux qui... Mais sur infojune.fr, vous retrouverez tous les autres sites. Merci. Et donc là, vous pouvez voir la toile de reconnaissance, la toile de confiance de la June, des membres. On peut voir un peu discerner certains pour certains pays. Vous pouvez retrouver cette cryptographie, comment on appelle ça? Ce graphe, sur... ça y est, est-ce que quelqu'un peut me dire? C'est Pierre-Jean Chancelier qui l'a fait. WhatMap, voilà, la WhatMap, Web of Trust Map. WhatMap est vraiment excellent comme logiciel. Voilà, j'ai fini. À vos questions. Merci. Allez-y. Comment vérifier qu'un individu est mort ou pas d'ailleurs? Très bien. Très bonne question. Alors, quand il y a une certification, elle dure 2 ans. Donc, répétez la question, excusez-moi, oui, comme il n'y a pas de micro pour ceux qui regarderont la vidéo. Donc, la question, c'est comment sait-on quand un individu qui est membre de la monnaie libre est décédé? Eh bien, tout simplement, il ne sera pas certifié puisqu'il est décédé. Donc, les certifications qu'il a en cours vont s'éteindre au bout de 2 ans. Donc, son compte va... qu'est-ce qui se passe? va baisser vers 0. Voilà, on le voit là. Très bien, là je vous ai mis. Et donc comment on le sait? Eh bien tout simplement, personne ne va le certifier puisqu'il est décédé. Il y a déjà eu des membres, un ami très proche d'ailleurs, qui est décédé, et Bernard, et j'ai vu que quelqu'un l'avait certifié après sa mort. Donc je lui ai tiré les oreilles. Parce qu'il a prolongé de 2 ans. Il n'a pas respecté la licence. On ne certifie que des gens vivants et que l'on connaît bien. Voilà, j'ai répondu à votre question. Ouais. 10 minutes il reste. Allez-y, madame. C'est juste pour savoir les gens qui ne sont pas très doués sur Internet, tout ça. Comme moi. Pour le site, comment être certifié? C'est très simple. Alors là, vraiment, là, c'est le plus simple. Il faut donc télécharger une application Cesium, mais il y a aussi bientôt, dans la nouvelle version de la blockchain d'Unitaire, il va y avoir aussi Gecko, une autre application cliente. Et donc, vous pouvez télécharger Gecko. Il y a Jinko aussi. Enfin, il y a pléthore. Vous allez sur infojune.fr, vous trouverez donc un logiciel à télécharger qui vous permet d'ouvrir un compte. Et à ce moment-là, vous avez donc une clé affiliée à votre... c'est votre compte à devenir membre. Vous faites certifier ce compte par des personnes membres
qui vous connaissent bien. Et à ce moment-là, vous deviendrez membre. Il y a un petit process. Voilà, sur 2 mois, il vous faut récolter les 5 certifications. Voilà. Mais c'est simple. Hein, ça a été fait pour que ce soit le plus simple possible. Et c'est important quand même que ce soit pas trop simple non plus, pas trop facile. Pourquoi on a choisi 5 certifications? Parce qu'on s'est aperçu qu'au moins de 5, ça permet des faux comptes possibles. Plus de 5, ça devient trop lourd. On a fait des tests, hein, parce que moi je faisais partie de l'équipe, même en tant que non-informaticien. J'ai découvert le monde du logiciel libre par la monnaie libre. Hein, et donc, et ça m'a beaucoup plu. Hein, moi, je reste vraiment très, je ne sais pas comment on peut dire, enfin, très respectueux de votre activité de libriste informaticien. Voilà. Monsieur, et après toi. Monsieur est novice, n'a pas tout compris. Mais j'imagine, maintenant que ça soit un système qui prenne de l'ampleur, comment on crée des salaires, par exemple, et comment, si par exemple je dois créer une entreprise ou quelque chose comme ça, on me prête de l'argent pour monter quelque chose de plus grand que ce que je n'ai en fait. Très bien. Alors la question c'est le développement de la monnaie libre du point de vue entrepreneurial. Et voilà, c'est ça. Et le salaire, bien sûr. Très bien. Eh bien, c'est simple. Enfin, moi, personnellement, j'avais une entreprise avec 2 salariés pendant 10 ans, donc je sais un peu de quoi il s'agit. J'ai eu un contrôle fiscal, donc c'est pour ça que je connais tout ça par l'expérience. Et donc, c'est une monnaie, la monnaie libre, c'est comme toute monnaie. C'est-à-dire que vous pouvez échanger des biens et des services. Et qui dit un bien, un service, si régulièrement je vous paye un service, eh bien, il est possible que ça devienne un salaire. C'est-à-dire que, alors par contre, comme pour les factures de biens et de services, là, il faut un contrat de travail. Hein. J'ai eu un contrôle administratif, parce que j'avais 2 salariés, et un contrôle fiscal. Et donc, le contrôle fiscal se charge de chercher l'argent noir, enfin, l'utilisation d'euros non déclarés, et le contrôle administratif se charge de vérifier que vous respectez bien le droit du travail. Hein. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que vous respectez votre salarié, les conditions de travail, qu'il ait des congés payés, tout ça. Il s'en fiche en quelle monnaie vous le payez. À partir du moment où il a signé le contrat, c'est qu'on est d'accord. Hein. Voilà, donc quoi de dire de plus? C'est un échange économique, que ce soit un travail ou un bien, un service ou un bien, c'est pareil. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Comment? Ah, très bien, la question sur le prêt en monnaie libre. Très bien. Eh bien, moi j'ai déjà prêté de la June. Hein. Alors évidemment, on prête en DU, puisqu'un prêt dit prendre en compte le temps. On prête pour un remboursement plus tard. Et dès qu'il y a une notion de temps, il faut mesurer en DU, en dividende universel, non pas en June. Hein. C'est la même chose, hein, mais c'est une vue beaucoup plus fine en DU, puisqu'elle prend en compte le temps. La vue en June, si vous prêtez 2 Junes, enfin 100 Junes, eh bien, le problème, c'est qu'il y a des Junes vont être créés tout le temps. Et donc, si on vous rembourse 100 Junes plus tard, eh bien, en fait, je vais y perdre parce que les 100 Junes auront perdu leur poids. Par contre, si je prête en DU et qu'on me rend 100 DU, par exemple, et qu'on me rend 100 DU, il y aura plus de Junes dans le 100 DU de plus tard. Et donc, il n'y aura pas de perte de poids économique pour mon cas. Et plus le montant prêté est élevé, plus logiquement il y aura un intérêt. Cette histoire d'intérêt, il pose problème pour la création monétaire. Mais pour un prêt, c'est une logique imparable. Si je te prête beaucoup de monnaie, je ne l'ai pas cette monnaie. OK? Pendant tout le temps où je te la prête. Si jamais il m'arrive un truc, j'ai besoin de ce pognon, je suis embêté, je peux pas. Donc, il peut m'arriver des choses très graves parce que j'ai prêté. Et donc ça a un coût. Ça a un coût, ce qu'on appelle l'intérêt. L'intérêt n'est pas un problème, c'est même une logique. Pour une petite somme, il n'y a pas besoin d'intérêt. Mais pour une grande somme, moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je prêterai forcément avec un intérêt. Voilà. Après, si tu n'es pas d'accord, tant pis, on ne fera pas affaire. Mais voilà, l'intérêt, contrairement, là aussi, c'est encore quelque chose qu'il faut déconstruire, n'est pas la cause du problème. Le problème, c'est une monnaie créée par le crédit bancaire. À ce moment-là, l'intérêt, oui, il pose problème. OK ?
Alors, il y a plein de questions, il reste 10 minutes, je ne sais pas. Monsieur 5 minutes. Mais c'est pas très clair pour moi. Aujourd'hui, c'est une monnaie qui est individuelle, ça appartient plutôt des personnes. Si on demande par exemple d'acheter une maison ou autre, c'est pas une personne qui va me prêter suffisamment de masse monétaire pour que je puisse acheter ça. Donc, est-ce qu'il y a des entités suffisamment grandes pour prêter autant? Très bien. Il n'y a pas de banque. C'est ça qui m'étonne. Très bonne question. Donc, c'est sur la maison. Hein, c'est un grand classe. C'est une valeur quand même qui touche tous les individus à un certain moment. À la trentaine, là, on a envie d'être propriétaire. Et donc, alors, pour répondre à votre question, en monnaie euro, combien d'années pour une maison moyenne, on va parler en maison moyenne, hein, il faut combien d'années de crédit? Alors, on va dire 30 ans. OK? Vous savez que pour donc 30 ans de création monétaire, un crédit, c'est la création monétaire, vous savez que vous, avec les intérêts cumulés, composés, là, vous la payez 2 fois la maison. OK? Vous la payez, à la fin, en fait, vous avez payé 2 fois le prix de la maison. Si vous, hein, moi, je ne suis pas très bon en maths, mais même si j'aime ça, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont capté, hein, que vous payez 2 fois la maison. Donc, en fait, une maison moyenne en création, c'est 15 années de création monétaire en une. Okay? Puisque en 30 ans en monnaie dette, vous la payez 2 fois. Et donc en fait, la vraie durée pour obtenir les jus nécessaires à l'achat d'une maison moyenne, c'est 15 ans. Ça fait combien d'années que la monnaie libre existe? 8 ans et demi. On n'est même pas encore, elle n'est pas assez remplie, la monnaie libre, pour qu'il y ait assez pour qu'un individu ait pu épargner suffisamment pour pouvoir s'acheter une maison moyenne en une. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas encore sur géchange.fr, sur les plateformes de marché économique, il n'y a toujours pas encore eu de baraque à vendre. Par contre, il y a eu des cabanes, il y a eu des voitures, des motos, mais on n'en est pas encore, il n'y a pas eu encore assez de jeunes créés par individu pour pouvoir acheter une maison. Après, rien n'empêche, là c'est une création monétaire individuelle, mais rien n'empêche, justement, c'est pas que rien n'empêche, c'est même la monnaie libre, elle pousse à l'économie collaborative, contributive, coopérative, l'économie, ce qu'on appelle d'usage et de fonctionnalité aussi, logiquement, les gens vont financer des choses qu'ils veulent et ne vont pas financer des choses qu'ils ne veulent pas. Donc logiquement, on va financer des choses durables, facilement renouvelables, enfin le libre quoi. Le libre va enfin être financé à hauteur de sa pertinence. Vous voyez? Ça m'étonnerait que les jeunistes se mettent à financer les GAFAM. Ils vont forcément financer les capitaux du libre et tout ce qui en émerge. Enfin, je sais pas, je dis forcément, mais peut-être pas. Peut-être qu'ils vont financer la guerre. Hein? Peut-être que nous allons financer, peut-être que nous sommes d'accord avec ça. Hein? Ça, c'est ça l'imprévisible, l'incertitude. Mais bon, moi j'ai confiance en l'humain en tout cas. Monsieur ? Justement là-dessus, le monde des crypto-monnaies en général est très apprécié des libertariens. Et donc il y a, on voit Musk par exemple qui est très fan de Dogecoin. C'est court. Trump qui lance il y a plein d'exemples. Qu'est-ce qui garantit dans June qu'on ne va pas vers ça? Qu'est-ce qui fait que le truc ne va pas se faire récupérer par Alors, eh bien, des tech bros eh bien, là c'est simple, hein, ça se voit sur ce schéma. Là, comment voulez-vous qu'il y ait un individu qui puisse s'imposer? Il n'y a pas. Voilà, là, Trump et Musk, ils sont là. Hein. Et puis, je ne sais pas, vous parlez de Trump et Musk, mais on pourrait parler de Macron, Rothschild, enfin voilà, c'est Bill Gates, voilà. Donc, ce n'est pas les libertariens le problème, hein. C'est juste qu'on utilise une monnaie non libre. C'est comme si vous utilisiez un logiciel non libre, et voilà, vous n'êtes pas souverain numériquement, hein, ni économiquement. Voilà. Allez, merci Nadia. À qui là, le tour? C'est fini. Bon, merci pour vos questions. À très bientôt.